Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous poursuivons notre séquence dédiée à la COP16 biodiversité avec une seconde audition conjointe qui rassemble cette fois-ci les représentants de deux organisations non gouvernementales qui apporteront une vision complémentaire des enjeux de ce rendez-vous diplomatique et feront le point sur l'état des lieux de la biodiversité à l'heure de la COP16. Nous accueillons tout d'abord Sébastien Moncor, président du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'UICN est une organisation mondiale dédiée à la conservation de la biodiversité. Elle évalue l'état de conservation des espèces et des écosystèmes et propose des solutions pour protéger la nature. Elle est particulièrement connue pour son rôle d'attribution de statut de conservation des espèces, qui fait référence dans la communauté scientifique. Nous accueillons également Denis Couvet, biologiste et professeur au Muséum d'histoire naturelle, en sa qualité de président de la Fondation pour la recherche dans la biodiversité. La FRB est une organisation française qui soutient et coordonne la recherche scientifique sur la biodiversité. Elle vise à renforcer les connaissances sur les écosystèmes pour mieux préserver la diversité biologique. Je souhaiterais vous entendre, messieurs, sur le rôle et les objectifs que se donnent vos organisations dans les négociations internationales relatives à la biodiversité, ainsi que les enjeux que vous identifiez comme majeurs en amont de la COP16 de Cali. Plus largement, quels sont les apports de la société civile, de la recherche dans les cycles de négociations internationales relatifs à la biodiversité? Ce rôle sera-t-il, selon vous, suffisant? Quel premier bilan de mise en œuvre tirez-vous de l'accord de Kunming-Montréal, 2 ans après son adoption? Les engagements pris font-ils, selon vous, l'objet de bonnes traductions opérationnelles au sein des stratégies internationales et nationales? Enfin, nous l'avons entendu durant l'audition précédente, la question du financement sera l'enjeu de la COP16 à Cali. Comment serait-il, selon vous, possible d'assurer une plus grande cohérence entre la richesse de la diversité biologique et un financement à la hauteur des enjeux? Les flux financiers nord-sud ont-ils vocation à monter en puissance et quels mécanismes pourraient être imaginés pour que les hauts lieux de la biodiversité mondiale puissent faire l'objet d'une meilleure protection? Je vous remercie et je vous laisse sans plus attendre la parole pour un propos liminaire. Qui commence? Comme vous voulez. Allez-y, monsieur Moncor. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, comme vous l'avez dit, la COP16 est un événement très important puisque c'est le premier rendez-vous 2 ans après l'adoption du cadre mondial de la biodiversité, donc qui a été adopté par 196 parties, donc 195 États plus l'Union européenne. Et c'est un premier grand rendez-vous pour faire le point sur la mise en œuvre. Nous allons porter 3 messages principaux qui, je pense, sont les principaux enjeux de cette conférence. La première, c'est de poursuivre et de déployer des efforts beaucoup plus importants dans la déclinaison de ce cadre mondial en stratégie nationale et objectifs nationaux. C'était ce à quoi s'étaient engagés les États en décembre 2022 à Montréal, et on voit que l'effort est pour l'instant présent, mais très insuffisant. Nous avons actuellement seulement 25 États et l'Union européenne qui ont déposé leur stratégie alignée avec les objectifs du cadre mondial, et un peu plus de pays, 87 en tout, qui ont, donc ça représente 45%, qui ont publié des objectifs nationaux qui soient conformes avec ce cadre mondial. Donc le premier élément et le premier effort à faire, c'est évidemment cette transposition du cadre mondial dans les stratégies nationales. Donc il est très important que les efforts se poursuivent, même si on sait que ça peut être l'élaboration d'une stratégie nationale telle qu'elle est demandée par la Convention sur la diversité biologique et telle qu'on la souhaite, sont des exercices assez longs, assez conséquents, puisqu'on doit réunir les connaissances, consulter l'ensemble des parties prenantes et prendre les décisions, déterminer un plan d'action et les financements qui vont avec, à l'image de ce que la France a fait, puisque la France fait partie de ces 25 États qui ont publié une stratégie nationale conforme avec les objectifs du cadre mondial. Le deuxième point, et c'est très important, c'est la finalisation du cadre de suivi des actions.
on tire en fait les conséquences du précédent accord mondial, donc la stratégie mondiale qui avait été adoptée en 2010 avec 20 grands objectifs internationaux qu'on a appelé les objectifs d'Aichi. Et en fait, pour le suivi de cette stratégie, il n'y avait pas véritablement de cadre commun, d'indicateurs communs sur les différents objectifs et de système de suivi et d'évaluation. Donc c'était une recommandation forte qu'on avait portée lors de l'adoption de ce nouveau cadre mondial qui a été adopté. Et donc là, l'enjeu, c'est de finaliser ce cadre de suivi, notamment sur les indicateurs et notamment les principaux indicateurs phares pour que les États aient ce jeu d'indicateurs communs pour rapporter sur leurs actions. Il y a encore du travail à faire pour finaliser quelques indicateurs, mais cette décision d'adoption du cadre de suivi est très importante puisqu'à la prochaine COP, donc la COP 17 en 2026, ce sera la première évaluation mondiale de la mise en œuvre de ce cadre d'action. Donc il est vraiment important que tous les éléments soient réunis et que le système de rapportage aussi soit précisé pour qu'on puisse faire en 2026 cette première évaluation mondiale pour voir si les résultats sont en bonne voie d'être atteints ou pas. Le troisième grand sujet, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, c'est les financements pour la biodiversité. Donc l'enjeu de cette COP, c'est que les États adoptent ce qu'on appelle une stratégie de mobilisation des ressources financières. Et donc nous souhaitons qu'elle soit conforme aux engagements pris à Montréal, à savoir une augmentation de plus de 200 milliards de dollars par an pour financer les actions directes sur la biodiversité et qu'il y ait une réforme des subventions néfastes à la biodiversité de plus de 500 milliards de dollars par an qui soient actés et déployés. Plus largement, j'ai pu assister à la fin des échanges, l'enjeu principal sur son financement, c'est effectivement l'alignement des flux financiers et la mobilisation de la finance, c'est-à-dire le verdissement de la finance pour qu'en parallèle de ces efforts directs pour la conservation de la biodiversité, on mette fin à tous ces financements qui sont néfastes à la fois pour la nature, pour le climat et pour la dégradation des terres, qui sont donc les trois grandes conventions qui ont été adoptées au sommet de la Terre à Rio, biodiversité, climat et lutte contre la désertification. Les montants de ces subventions et de ces financements néfastes sont très importants. Ils ont été évalués récemment par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et ils sont évalués à 6 700 milliards de dollars par an, dont 5 000 milliards qui proviennent de financement du secteur privé et 1 700 milliards du secteur public, principalement dans le domaine de l'agriculture, des transports et du financement des énergies fossiles. La dernière grande décision qui est attendue, c'est l'adoption d'un mécanisme multilatéral assurant un partage juste et équitable des avantages liés à l'utilisation des informations de séquençage numérique des ressources génétiques et avec la création d'un fonds mondial qui va pouvoir être alimenté. Donc c'est une décision qui est très attendue par les pays du Sud pour leur permettre d'avoir accès à ces informations sur les ressources génétiques qui sont utilisées dans le domaine de l'agriculture, de la santé. Mais là, l'objectif, c'est que ces ressources financières nouvelles qui pourront être déployées, donc à la fois de l'accès à de la connaissance, mais aussi de la mobilisation de financements nouveaux, puissent être mobilisées sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, puisque c'est bien ça l'objet de la Convention sur la diversité biologique. Voilà, Monsieur le Président, les principaux points et principales recommandations que l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, portera à cette COP16. Merci. Monsieur Couvet, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce qui concerne la FRB, en fait, on identifie trois défis, trois enjeux, et qui sont en fait... c'est une COP un peu de transition à la COP 16, après la COP 15 qui a été extrêmement importante. Et il s'agit de conforter en fait, des acquis qui ont été vraiment majeurs de cette COP 15. Le premier acquis, c'est l'aspect systémique de la biodiversité. Donc, suivant les recommandations de l'IBES, ce qui a été le cadre mondial, en fait, insiste sur le fait qu'il s'agit d'adopter un changement transformateur. Changement transformateur, de quoi s'agit-il? Les termes utilisés par l'IBES, donc le GIEC de la biodiversité, c'est réorganisation fondamentale, systémique des facteurs économiques, technologiques, sociaux, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs. Donc, on voit bien que en fait, le constat qu'avait fait l'IBES, c'est que si on veut vraiment stopper le déclin de la biodiversité, eh bien, en quelque sorte, il va falloir changer de braquet.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'agir aux marges, mais il s'agit bien de voir la logique, de travailler sur le cœur de la logique des systèmes économiques et politiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cadre en fait, dans lequel il faut réfléchir en fait, les mesures sur la biodiversité. Donc, ce premier acquis de cette COP 15, donc, ce qui veut dire renforcer les capacités institutionnelles autour de la biodiversité. Ça sera d'ailleurs une des conclusions du rapport Nexus qui va sortir de l'IBES en décembre. Nexus qui regarde comment les enjeux biodiversité, agriculture, climat, santé et eau, en fait, sont liés. Donc là aussi, il va y avoir nécessité de combiner ces différents enjeux environnementaux plutôt que de les opposer. Le deuxième défi, le deuxième objectif qui nous paraît extrêmement important, donc un deuxième acquis de la COP 15, c'est celui de l'intégrité écologique. Donc ce qui explique en fait le cadre mondial, c'est que l'enjeu en biodiversité, c'est de restaurer l'intégrité écologique de tous les écosystèmes. Et là, il y a un changement considérable sur le plan qualitatif, parce que si vous prenez le texte d'Aichi de 2010, en fait, quand il est question d'écosystèmes, on parle d'écosystèmes naturels. Donc ça donne l'impression que la biodiversité, voilà, c'est seulement les écosystèmes naturels, que finalement, les écosystèmes anthropisés, transformés par les humains, bien, il n'y aurait pas d'enjeu biodiversité. Donc là, il y a vraiment ce changement considérable avec la COP 15, de bien insister, c'est tous les écosystèmes. Donc il s'agit notamment de restaurer l'intégrité écologique des écosystèmes agricoles. Voilà. Donc, enjeu extrêmement important. Alors, cette intégrité écologique, donc qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, au passage, il faut insister aussi sur quelque chose qui n'est pas toujours bien vu, c'est que biodiversité, il y a à la fois diversité du vivant, donc ça c'est bien connu, mais il y a aussi des fonctions écologiques, fonctionnement des écosystèmes. C'est-à-dire qu'il y a et les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on a besoin de la diversité du vivant pour que les écosystèmes fonctionnent. Inversement, on a parfois besoin de restaurer les fonctions écologiques pour maintenir la diversité du vivant. Un exemple classique que vous connaissez sans doute bien, c'est le cas de la pollinisation. Donc restaurer la pollinisation, restaurer cette fonction écologique, ça suppose aussi de la diversité végétale. Il faut qu'on ait une diversité des plantes pour qu'effectivement maintenir des populations de pollinisateurs. Donc on voit bien, donc vous voyez, il y a un aspect systémique sur cette biodiversité et qui est sans doute beaucoup plus parlante, notamment pour les secteurs qui sont exposés à cette restauration, qui est notamment le secteur agricole, qui comprend sans doute beaucoup mieux l'enjeu d'intégrité des écosystèmes, plus que l'enjeu de maintien d'une espèce ou d'une autre dans un écosystème agricole. Alors, par rapport à ça, j'aimerais aussi insister sur le fait du fort consensus au moment de la COP 15 des 196 États. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'Europe qui était proactive, mais c'était sous présidence chinoise. Et il y avait effectivement cet accord de l'ensemble des États sur ces enjeux, sur l'importance du changement transformateur et sur l'importance de cette intégrité écologique, qui au passage est aussi un enjeu géopolitique, un enjeu d'indépendance géopolitique pour l'Europe, parce qu'à travers l'intégrité écologique, notamment des écosystèmes agricoles, eh bien, c'est la résistance de l'agriculture, notamment aux aléas climatiques, qui va être un enjeu extrêmement important. Donc il y a un problème de sécurité alimentaire derrière ces enjeux de biodiversité. Il faut bien voir en fait le continuum entre biodiversité et sécurité alimentaire. Voilà. Alors par rapport à ça, l'Europe avance avec la loi européenne de restauration de la nature, qui est un texte qui n'est pas si négatif que ce qui a été dit par ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de choses, notamment sur les écosystèmes agricoles, qui est précisé, qu'il y a des enjeux de restauration des pollinisateurs, des paysages, des zones humides, etc., de la faune et la flore, des sols aussi. Donc il s'agit effectivement de conforter cette loi, de lui donner aussi qu'il y ait des politiques publiques qui l'appuient. Voilà, donc ça c'est le deuxième enjeu, donc intégrité écologique, donc outils de restauration, politique de restauration de cette intégrité écologique. Et puis le troisième enjeu, le troisième défi qu'identifie la FRB, eh bien c'est la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Donc, Madame Goulard en a fort bien parlé à propos de la finance durable. Donc, c'est-à-dire, là, je pense qu'il faut le souligner, elle l'a un peu dit, mais je pense que c'est important de le redire. Il ne s'agit pas simplement de financer la protection de la biodiversité, mais il s'agit en fait d'organiser la transition de la finance. C'est-à-dire que la finance, non seulement, alors stop aussi ce qu'on appelle les subventions perverses, donc Sébastien en a parlé, mais plus que ça, il s'agit aussi de financer la transition. Au passage, on parle beaucoup d'agroécologie. Vous avez sans doute constaté qu'on parle beaucoup moins du modèle économique derrière l'agroécologie. Donc là, qui va financer effectivement, qui va déployer ces modèles économiques? Eh bien, c'est là aussi que la finance a un rôle fondamental à jouer. Et donc là, il y a tout un ensemble d'outils qui sont proposés. Il y a la cible 15, notamment du cadre mondial, qui parle de cette mobilisation.
Donc là, les sciences économiques ont pas mal travaillé là-dessus. Il y a toute la question des labels, donc des certificats et crédits biodiversité, dont il a été question précédemment. Il y a l'idée aussi des paiements pour services environnementaux dans le secteur de l'agriculture. Et j'aimerais souligner qu'une des conclusions de la COP15, c'était assez frappant. Nous avions donc deux représentants anglo-saxons, je pense que c'est important aussi de préciser, qui représentaient le monde économique et financier et qui expliquaient bien, sous présidence chinoise, que le monde économique et financier pouvait se mobiliser pour ce changement transformateur, mais que pour se mobiliser, eh bien, il y avait une responsabilité fondamentale des États, parce que c'est aux États, il faut que les États récompensent les vertueux et au passage sanctionnent éventuellement les mauvais élèves. Mais si jamais les États ne sont pas là pour réguler, eh bien, le monde économique et financier ne se mobilisera pas. Donc il y a vraiment un rôle fondamental de l'État qui est peut-être plus que de financer la transition, plutôt d'organiser les flux financiers, de réorganiser, de coordonner en fait cette réorganisation des flux financiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, cette action indirecte, cette action de levier de l'État à travers les régulations. Donc les règles, par exemple les règles sur les certificats, les crédits, ce sont les États qui vont les énoncer. Et donc il est important que l'État n'oublie pas effectivement cette responsabilité. Au passage, j'imagine que les parties prenantes du monde économique et financier vous ont expliqué notamment tous les risques auxquels ils sont exposés. Il y a les risques climatiques, mais il y a aussi ce qui s'appelle les risques de transition. Les risques de transition, vous savez, c'est les errements dans les politiques publiques, qui fait qu'une politique publique va changer comme ça d'une année à une autre et que du coup, les entreprises ont parfois du mal à s'adapter. Donc, elles ont besoin aussi de visibilité. Donc là, l'État, effectivement, dans sa résolution, dans la cohérence de ses politiques publiques, a un rôle fondamental à jouer, un rôle de levier vis-à-vis du monde économique et financier et au passage de la compétitivité du monde économique financier européen. Voilà, sur cette intervention liminaire, je pense que les 3 points qui me semblaient importants à souligner. Bien. Mes chers collègues, y a-t-il des questions particulières à poser à nos intervenants? Monsieur Guillaume Chevrollier. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur l'objet de l'audition, qui était aussi l'état des lieux de la biodiversité mondiale à la veille de la COP 16, même si il faudrait des heures pour en faire cet état des lieux, justement, et revenir aussi sur la question des indicateurs utilisés pour qualifier l'état de la biodiversité, qui est une question qui est loin d'être résolue, puisque contrairement au système climatique dont on peut apprécier les évolutions entre l'ère industrielle et aujourd'hui, s'agissant de la biodiversité, on a encore une difficulté au niveau des indicateurs pour pouvoir évaluer avec précision, même si l'UICN produit une liste rouge d'espèces menacées qui permet d'appréhender les menaces qui pèsent sur le vivant. Mais cette liste ne prend pas en compte l'état de santé des milieux ni les pressions qui sont à l'origine de l'érosion de la biodiversité. Donc, quelles sont à ce propos les principales difficultés scientifiques et cognitives que vous identifiez à l'élaboration d'un indicateur générique et grand public? De même, quand on parle de biodiversité, il est usuel de faire état de constats alarmants. On parle souvent de la 6e extinction de masse, alors que les collectivités territoriales, des opérateurs de l'État, dans les différents domaines, des acteurs économiques, agricoles, associatifs, s'engagent au quotidien en faveur d'actions concrètes, de restauration de zones humides, de réduction de pression sur les milieux aquatiques, d'opérations de désartificialisation aussi, qui permettent d'être plus respectueux de l'environnement et de la protection d'espaces naturels. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire le bilan des mesures concrètes, de ces mesures concrètes, et quelle temporalité constatons généralement, dans quelle temporalité constatons généralement les premiers effets positifs de ces politiques mises en œuvre de façon très opérationnelle sur le terrain? Et avez-vous en tête des exemples réussis de protection d'espèces où les courbes ont pu être inversées? Parce qu'il nous paraît aussi essentiel dans le débat public de réhabiliter un discours très positif autour d'actions menées, que ce soit pour le climat, mais là on l'espèce aujourd'hui sur la biodiversité, pour montrer qu'on peut avoir des résultats
positif qui puisse entraîner des logiques vertueuses et qui puisse aussi fédérer les acteurs plutôt qu'une succession de constats alarmants qui détournent parfois de l'action en raison du désespoir que les constats peuvent susciter. Enfin, je souhaite vous entendre sur le bilan que vous tirez de la cohérence et de la robustesse des mesures inscrites sur le plan national biodiversité 2030 et également sur les crédits inscrits au titre de la biodiversité dans le projet de loi de finances 2025. Et également une autre question sur votre appréciation des atlas de la biodiversité qui ont été développés depuis un certain nombre d'années. Ces documents permettent-ils, selon vous, d'amorcer des prises de conscience et des changements au niveau local? Et d'une façon plus générale, quelle est votre lecture de la perception de la biodiversité dans le débat public, par les élus locaux et également, d'une façon générale, par les Français? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Ronan Dantec et puis après à Michael Weber. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques points d'abord un peu là, sur la tendance générale de cette COP à Cali. On a quand même le sentiment que 2 ans après Montréal, et ça a été dit par les intervenantes précédentes, le soufflet est un peu retombé, la dynamique est moins forte. Donc quel est votre sentiment sur ce point? Notamment, quel est votre sentiment par rapport aux pays du Sud, où on sent qu'un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui beaucoup plus prudents sur le fait d'avancer, y compris ça se voit dans le petit nombre de stratégies nationales déposées, plus prudents sur le fait d'avancer sur leurs propres engagements, et avec un peu l'idée que c'est toujours un peu le Nord qui demande de faire des efforts sur la biodiversité, alors que l'enjeu principal pour un certain nombre de pays du Sud, c'est bien sûr le développement. Donc un peu votre sentiment sur ce qu'on pourrait appeler un retournement de tendance, et qu'on connaît aussi évidemment en Europe. Après, je vous ai bien entendu, il y a quand même beaucoup de réticence aujourd'hui, et notamment de l'Union européenne, qui est pourtant souvent la plus allante sur les enjeux de biodiversité, sur la création d'un nouveau fonds. En disant un nouveau fonds, ça veut dire encore des coûts de structure importants. C'est long à mettre en œuvre, ça veut dire que c'est beaucoup d'argent qui n'iront pas sur le terrain avant longtemps. On peut prendre l'exemple du Fonds vert pour le climat, qui a quand même été extrêmement dur à mettre en place. Je parle du fonds international, hein, pas du fonds vert français. C'est un autre débat qu'on aura ici aussi, mais c'est pas le même. Et que donc, on peut être étonné de cette volonté des pays du Sud d'avoir absolument un nouveau fonds, alors qu'il existe déjà le Fonds mondial pour l'environnement, et que le compromis de Montréal semblait quand même de bon sens, de dire voilà, on met une enveloppe particulière, mais on la garde au sein du FEM pour ne pas augmenter les coûts de structure. Or, un certain nombre d'ONG continuent de soutenir le Sud. Est-ce que c'est par tradition, parce que les ONG soutiennent le Sud, ou est-ce qu'il y a une raison réelle à cette création d'un nouveau fonds? Donc, vous entendre sur ce point précis me semble important. Et puis, il y a cette question, et parler à des gens qui se baignent dans le domaine de la conservation, et je garde mon caractère provocateur, et ça joue notamment sur cette question qui était aussi au cœur des auditions précédentes, autour des crédits certificats biodiversité ou crédit climat avec un bonus biodiversité. Est-ce que le monde de la conservation, notamment anglo-saxon, mais l'UICN connaît son mapping international, je ne m'interroge pas que l'UICN France, est-ce qu'il n'y a pas une tendance aujourd'hui du monde de la conservation, des grandes ONG de conservation financées par les philanthropes américains, à vouloir absolument garder une bulle biodiversité plutôt que d'aller vers des choses mixtes, qui sont pourtant un peu la logique du monde de faire converger les questions climat et biodiversité, parce que c'est juste pas les mêmes mondes, pas les mêmes flux, et que chacun cherche quand même toujours à rester un peu chez lui. Merci. La parole est à Michael Weber et puis à Stéphane Demie. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, revenir, parce que je pense que c'est important de le souligner, sur ce que fait l'UICN, et notamment par le biais des listes vertes, puisque j'ai eu la chance de présider un organisme qui était, je crois, un des plus grands territoires en France qui était classé sur la liste verte, le parc naturel régional des Vosges-Nord. Et je pense que c'est important de le souligner aussi pour les collègues, que de rappeler qu'il y a, du point de vue de l'UICN, toujours ce lien important entre protection de la nature et de la biodiversité et activité humaine, et qu'on n'oppose pas
finalement les deux, je pense que c'est tout à fait à votre honneur. Le deuxième élément que je souhaitais avoir, c'est que j'ai un peu le sentiment, c'est un petit peu les débats que l'on peut entendre, que finalement les mesures de protection des espaces menacés ont plutôt bien fonctionné. On a quelques exemples. Et que de plus en plus, ce qui pose question, c'est la chute de la nature ordinaire, de la biodiversité ordinaire. Et donc la question qui se pose à nous, c'est de savoir comment est-ce que l'on tient compte effectivement de ce constat, parce que ça peut être rassurant d'un côté que de constater que par des mesures prises, on arrive effectivement à faire en sorte que les espèces menacées soit se maintiennent, soit sont en reconquête, mais qu'à l'inverse, dans notre activité quotidienne, eh bien, tout le reste de la biodiversité est elle-même menacée. Il suffit de voir les rapports de l'IPBES, mais je pense qu'il faut effectivement plus le creuser. Et dernier élément, vous avez les uns et les autres évoqué les solutions fondées sur la nature, les services écosystémiques, mais la question qui est celle finalement de la financiarisation, la marchandisation, on peut le dire comme on veut, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la perte de biodiversité, elle est posée. Parce qu'on ne peut pas mettre en rapport ces éléments-là avec les constats qui sont faits par ailleurs, c'est-à-dire les 6 700 milliards, tout à l'heure, Stéphane, que vous annonciez sur les effets néfastes à la biodiversité, sur l'économie de marché qui, à mon avis, est incompatible avec les enjeux qui sont les enjeux du moment. Et donc, la question, elle est simple. On sait les uns et les autres très bien qu'on ne va pas revenir sur cette économie de marché. Donc, quels sont les moyens réels, au-delà des annonces que l'on peut faire, quelles sont les actions que l'on peut mener vraiment pour que cela soit pris en compte, parce que sinon on va rester dans des incantations peut-être et des bons discours qui peuvent nous satisfaire les uns et les autres, mais si l'on attend, j'ai entendu aussi, la régulation de la part de l'État, évidemment qu'on est tous d'accord là-dessus, mais on sait aussi que les États ont de moins en moins les moyens eux-mêmes, soit par des choix politiques, soit par des contingences des choix politiques, soit par des contingences économiques, de prendre les bonnes mesures et de les imposer dans un espèce de renversement de situation qui, en effet, aurait des impacts positifs sur la biodiversité. C'est un petit peu là-dessus que je voulais vous entendre, pour faire aussi écho au débat qu'on a eu tout à l'heure à la table ronde précédente, qui prenait en compte l'ensemble de ces éléments, notamment financiers, sur les impacts liés à la biodiversité, les réponses qu'on peut y porter. Merci. La parole est à Stéphane Demilly. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Dans un autre registre, Monsieur Moncor, j'avais lu il y a quelques semaines votre position publique sur, ou plutôt l'alerte que vous aviez lancée vis-à-vis des baleiniers japonais, en expliquant que le rorqual commun et le rorqual boréal étaient vraiment menacés d'extinction. Et donc, je profite de cette prise de position publique pour savoir si vous avez également pris une position publique ou lancé une alerte en ce qui concerne donc la situation de Paul Watson, qui est le défenseur des baleines. Bien, qui commence pour répondre à mes collègues? Allez-y. Bien, les questions sont très riches. J'essaie de ne pas oublier. Alors, sur l'état de la biodiversité, je vais essayer de les prendre peut-être dans l'ordre. Donc, l'état de la biodiversité, l'état des lieux, et je vais effectivement boucler avec... on voit qu'effectivement... Alors, sur les espèces menacées, mais bon, Sébastien en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, il y a effectivement une certaine efficacité des politiques. On sait, par exemple, sur les oiseaux, au XXe siècle, en tout cas, qu'on a pu... Alors, attention, on diminue le taux d'extinction de 50%, ce qui veut dire quand même que le taux d'extinction reste important. Vous voyez, donc... Voilà, on a fait un pas, mais ce pas reste insuffisant. Et vous aviez raison, vous l'avez souligné, la nature ordinaire, par contre, effectivement, le déclin continue, notamment le déclin des oiseaux communs. Donc il y a peut-être nécessité, alors on parle notamment avec l'OFB de créer un baromètre de la biodiversité avec un indicateur qui serait intégrateur. Donc il s'agirait effectivement de compléter l'indicateur aux oiseaux communs en ajoutant sans doute une dynamique des insectes communs, peut-être de la faune et la flore des sols, de la végétation. Et là on aurait déjà 4 compartiments qui permettraient d'avoir une vision déjà un peu intégrative de la biodiversité. Donc les moyens nécessaires, les moyens c'est notamment sur les systèmes d'observation. C'est souvent le goulet d'étranglement. On fait appel beaucoup aux sciences participatives. Alors, les sciences participatives, au passage, notamment au Muséum avec Viginature, que j'ai lancé.
il y a un aspect politique qui est très riche au passage, parce qu'effectivement, du coup, l'ensemble de la société, l'ensemble des observateurs partagent les données scientifiques. Elles leur appartiennent, en fait. Elles n'appartiennent pas simplement à la sphère scientifique, mais les sciences participatives ne sont pas suffisantes. Il y a besoin aussi de renforcer la recherche professionnelle en biodiversité, de manière, d'une part, à effectivement gérer ces systèmes d'observation, ensuite à synthétiser les données, ce qui n'est pas trivial non plus. Il y a besoin d'avancées conceptuelles qui sont encore importantes à faire dans le domaine de l'écologie scientifique. Voilà. Alors sur l'aspect ensuite des réussites. Alors les réussites, il y a un cas qui me vient tout de suite à l'idée, mais j'hésite un peu parce que je sais qu'il est un peu controversé, mais c'est le cas des insectes. Donc, dans le cas des insectes, vous avez une méta-analyse qui est sortie en 2020 par des auteurs américains qui ont pris l'ensemble des données à l'échelle mondiale. Et donc, dans ces données à l'échelle mondiale, leur conclusion, c'est qu'en ce qui concerne les écosystèmes tempérés, eh bien, les insectes aquatiques actuellement se portent mieux, se portent de mieux en mieux. Et ça correspondrait en fait aux politiques de protection de l'eau, d'amélioration de la qualité de l'eau depuis 50 ans, qui font qu'effectivement, eh bien, on a réussi donc à améliorer cette qualité de l'eau, ce qui a eu des impacts positifs sur les insectes aquatiques et aussi sur les oiseaux d'eau. Voilà. Mais sachez que certains journalistes, notamment un grand quotidien du soir, eh bien, contestent en fait ce papier-là, ce papier qui est sorti pourtant dans Science, qui est la revue majeure en sciences en fait. Par ailleurs, dans cette méta-analyse, il montre que, par contre, en ce qui concerne les insectes du milieu terrestre, le déclin continue en milieu tempéré. Donc voilà, donc là vous avez un exemple. Et ma conclusion en tant qu'écologue, c'est que, en l'occurrence, les écosystèmes aquatiques d'eau douce, les surfaces sont plus faibles, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des politiques très ambitieuses que dans le domaine terrestre, parce que là, il va s'agir d'agir sur l'ensemble de l'agriculture. Donc ça va être beaucoup plus difficile de contrecarrer le déclin des oiseaux terrestres. Voilà, donc vous avez un exemple, mais voilà, sachez qu'il n'est pas sans controverse. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la cohérence des politiques publiques. Alors, la cohérence des politiques publiques, il y a notamment celle concernant les pesticides, politique qui est nécessaire. Là, je pense qu'il y a un consensus scientifique sur la nécessité de réduire les pesticides. Et là, on a un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, ça serait très long de le développer, mais il y a eu un méli-mélo, je vais le dire comme ça, sur les indicateurs. Donc, les indicateurs, alors, l'indicateur NODU qui était utilisé n'était pas parfait. L'indicateur qui est proposé pourrait être intéressant. Le problème, c'est comment va être évaluée et pondérée la toxicité des pesticides. Et actuellement, les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière dont, effectivement, est pondérée cette toxicité. Donc là, il y a nécessité, effectivement, d'avoir un certain consensus qui soit à la fois scientifique et politique, effectivement, sur l'indicateur. Donc il y a du travail à faire et de manière à avoir cette cohérence sur la politique dont ont besoin l'ensemble des acteurs, que ce soit les protecteurs de la biodiversité ou le secteur agricole. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les pays du Sud. Les pays du Sud, là, la question, elle est extrêmement difficile. Vous voyez, sur savoir, effectivement, est-ce que les pays du Sud sont en train de reculer ou pas. Moi, il me semble que sur les pays du Sud, il est important de distinguer, j'avais insisté, distinguer les espaces protégés, la nature extraordinaire, les espèces menacées, et la nature ordinaire, l'agriculture. D'accord ? Et sur les espaces protégés, il est clair que il y a quand même, il y a une controverse. Vous avez sans doute entendu parler du terme de colonialisme vert, c'est-à-dire que lorsque la Grande-Bretagne et la France disent aux États africains « il faut protéger vos espaces », oui, les États africains, évidemment, ne sont pas très à l'aise avec ce retour, quelque part, de la Grande-Bretagne et de la France qui leur dirait ce qu'il faut faire. Donc là, effectivement, il faut être extrêmement prudent. L'Europe doit être extrêmement prudent, étant donné le passé. Donc voilà, il y a les espaces protégés. Et par ailleurs, il y a l'aspect de l'agriculture. Alors sur l'agriculture, est-ce que les pays du Sud sont en train de reculer, de se dire finalement, développer l'agroécologie, faire la transition agricole, ce n'est pas forcément une bonne idée. Difficile d'en se rendre compte, mais il me semble en tout cas qu'il y a quand même, de manière générale, les pays du Sud ont bien conscience aussi, j'allais dire, ils ne sont pas idiots, ils voient bien effectivement que la sécurité alimentaire dans chaque pays, eh bien, elle dépend de la résilience de l'agriculture face au climat, et donc que de ce point de vue-là, restaurer les fonctions écologiques, restaurer l'intégrité écologique des écosystèmes agricoles, c'est extrêmement important pour chaque État. Voilà. Mais il faudrait effectivement analyser plus en détail la manière, notamment dans les politiques agricoles, et les politiques de protection de la biodiversité ordinaire avancent dans les pays du Sud. Alors sur la question des nouveaux fonds, moi la manière, le fonds mondial, la manière, je faisais partie de la délégation européenne au moment de la COP15,
je suis un peu loin, mais la manière dont j'ai compris les choses, effectivement, ce qui se passe, c'est que les pays du Sud trouvent que les coûts de structure, les coûts sont trop importants, c'est-à-dire que les sommes qui arrivent, donc il y a des sommes qui sont allouées à ce fonds-là, et ensuite les sommes qui arrivent sur le terrain, c'est seulement une proportion et qui est souvent assez minoritaire. Et donc ce qu'espéraient les pays du Sud, c'est qu'en créant un nouveau fonds, finalement les coûts de structure soient plus faibles et que du coup la proportion des sommes qui arrivent sur le terrain soit plus élevée. La délégation européenne était effectivement extrêmement réservée et pensait que de toute façon il y a des questions systémiques qui font que de toute manière les coûts de structure sont extrêmement importants et qu'il faudrait peut-être mieux travailler sur la réduction des coûts de structure sur le fonds qui existe. Voilà. Mais là vous avez une négociation politique qui est difficile. Voilà, sur les certificats, alors il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'il faut combiner, effectivement? Là, je dirais que la FRB est extrêmement favorable à cette idée de combinaison. Donc il y a un projet qu'on est en train de développer, FRB Musam et Carbone 4, qui sont notamment, alors on s'appuie sur l'expérience de Carbone 4 en ce qui concerne les certificats carbone pour travailler sur les certificats biodiversité. Sylvie Goulard, qui connaît très bien le projet, puisqu'on a échangé plusieurs fois avec elle, a dû vous en parler. Donc on est en train de travailler. Et notamment, on travaille donc sur les certificats biodiversité avec Carbone 4 de manière à éviter les erreurs qui ont été faites dans le cadre des certificats carbone. Mais l'idée, c'est évidemment bien de combiner parce que le domaine du climat, et le GIEC l'a bien identifié, j'ai parlé tout à l'heure de restauration écologique, et qui est un enjeu central pour la COP15, de la même manière, le GIEC identifie la restauration des écosystèmes comme aussi un enjeu fondamental dans le domaine du climat. Donc il y a bien convergence des enjeux de ce point de vue-là. Donc il est effectivement important d'anticiper. J'ai fait allusion à ce rapport Nexus qui actuellement est confidentiel de l'IBES, qui sortira donc le 17 décembre, dont la conclusion effectivement est que la restauration de la nature est un enjeu fondamental de manière à lier les 5 enjeux, agriculture, biodiversité, eau, santé et climat. Voilà. Ensuite, sur la question de la financiarisation. Alors là, je pense qu'il faut extrêmement... est-ce qu'il s'agit de financiariser la protection de la biodiversité ou est-ce qu'il s'agit de financiariser la transition écologique? Ce n'est pas du tout la même chose. Et pour moi, dans mon esprit, il s'agit de financiariser la transition écologique, mais en d'autres termes, de trouver les moyens financiers d'assurer la transition écologique, c'est-à-dire d'avoir des modèles économiques qui soient viables dans le domaine, par exemple, de l'agroécologie. D'accord? Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura consensus sur l'importance de cette financiarisation. Voilà. Alors, est-ce qu'on est optimiste? Là, je vais peut-être déborder simplement en parlant peut-être en tant qu'enseignant. Ce que l'on constate, en fait, quand vous regardez les États à l'échelle mondiale, en fait, si vous faites actuellement, on a une extrêmement bonne corrélation entre les indices de développement humain, donc le bien-être humain, et puis l'empreinte écologique. C'est-à-dire les pays qui ont atteint le plus grand bien-être humain sont les pays qui ont la plus forte empreinte écologique. On peut dire que c'est à la fois le succès et les limites de la modernité. Alors on peut dire qu'effectivement, la modernité a réussi ce prodige d'augmenter de manière considérable le bien-être humain, mais c'est fait aussi en augmentant l'empreinte écologique. Et du coup, ce que l'on pourrait dire, en tout cas ce que moi je dis aux étudiants, c'est que si ces 3 siècles de modernité ont permis d'augmenter autant le bien-être humain, mais en augmentant l'empreinte, alors au passage, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne faisait pas attention à l'empreinte écologique. Donc peut-être qu'effectivement, l'intelligence collective que l'on a actuellement, si elle est utilisée maintenant à réduire l'empreinte écologique, tout en gardant le bien-être humain, eh bien, on peut penser que peut-être on va arriver justement à éviter, à sortir de cette corrélation positive, effectivement, à garder nos acquis en termes de bien-être humain, tout en réduisant l'empreinte écologique et proposer un autre modèle, une nouvelle trajectoire en fait pour les pays du Sud, qui travaillent évidemment eux aussi, bien évidemment. Voilà. Quelques réponses. Merci. Alors, sur la question des indicateurs, donc effectivement, dans le domaine de la biodiversité, il y a plutôt un panel d'indicateurs. Donc, il y en a des très connus et des références. Vous l'avez cité, la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, qui est basée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, sur une méthodologie qui est robuste et acceptée par tous, et qui donne vraiment l'indicateur de l'évolution de la biodiversité au niveau des espèces. Donc, il est robuste parce qu'il est à la fois mondial, l'indicateur peut être régionalisé, c'est-à-dire qu'il est aussi appliqué au niveau européen. Et nous, le Comité français de l'UICN, on le décline au niveau national. Parce que c'est ça aussi l'enjeu au niveau des indicateurs, c'est qu'ils puissent être déclinables à différentes échelles, tout en restant dans la même méthodologie, avec la même robustesse. Donc, c'est un indicateur qui est aussi grand public, puisque les espèces, évidemment, l'élément le plus visible de la biodiversité et qui peut mobiliser plus facilement l'attention du grand public.
L'UICN est en train de compléter cette liste rouge des espèces menacées par une liste rouge des écosystèmes, sur lequel on travaille maintenant depuis plusieurs années. Donc là, pour mesurer non pas le risque d'extinction d'une espèce, mais le risque d'effondrement d'un écosystème. Et de la même façon, cet indicateur sera déclinable du niveau mondial jusqu'au niveau local, donc pour donner une unité, mesurer en fait la vulnérabilité d'un écosystème, qu'il soit mondial ou local. Vous connaissez aussi, puisque ça a été publié dernièrement, le fameux indice Planète Vivante, publié par le WWF aussi, qui était aussi un indice robuste, donc là qui donne des tendances sur l'abondance des espèces, donc pas simplement effectivement une espèce qui peut être rare, mais une espèce qui est largement répandue, mais dont les effectifs chutent de façon importante. Vous savez que c'est particulièrement vrai en France pour les oiseaux dans les milieux agricoles. On a là, dans le cadre de ce cadre mondial sur la biodiversité, il y a tout un jeu d'indicateurs qui est à disposition, hein, donc qui vont permettre d'alimenter et de pouvoir rapporter sur les différents objectifs. Donc on n'est pas sans indicateurs, il y a de nombreux indicateurs. Et nous, ce que nous disons, c'est que même s'ils sont encore imparfaits pour certains, utilisons-les déjà pour pouvoir organiser ce rapportage et cette évaluation mondiale. Vous savez qu'au niveau français, on a l'Observatoire national de la biodiversité, l'ONB, qui dispose aussi de tout un jeu d'indicateurs vérifiés, régulièrement actualisés, et qui permettent de suivre des tendances sur l'état de la biodiversité, que ce soit sur les espèces, plusieurs milieux naturels, les financements publics accordés à la biodiversité. Donc on a bien tout ce jeu d'indicateurs. Donc même si on doit encore poursuivre les efforts, surtout, il ne faut pas que l'absence ou un peu le manque de robustesse soit un frein à l'action et à l'évaluation des résultats. Comment est-ce qu'on mesure les succès? C'était ça, Monsieur Chevrollier. Donc les succès, oui, on en a plusieurs. C'est le cas, par exemple, de la loutre d'Europe, qui est une espèce qui est bien revenue en France, notamment grâce à l'amélioration des cours d'eau, à la qualité des cours d'eau et à la lutte contre la pollution. Vous avez aussi des opérations de réintroduction qui ont été tout à fait réussies. Je pense au vautour dans les Cévennes, au gypaète barbu dans les Alpes, ou même la réintroduction du bouquetin des Pyrénées, du bouquetin ibérique dans les Pyrénées, qui est aussi un succès. L'UICN avait tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années sur l'antilope saïga, qui avait connu un effondrement important, qui est en cours de restauration, où également des efforts importants ont été mobilisés pour le gorille des montagnes, qui est une espèce qui se porte mieux qu'avant. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de succès, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on investit dans la conservation, là je l'ai dit pour les espèces, mais c'est aussi valable pour les écosystèmes, les résultats sont généralement au rendez-vous. Après, le tableau global, il reste rouge, hein, à l'image de la liste rouge. Les indicateurs continuent à enregistrer ce déclin de la biodiversité, que ce soit dans le monde, mais c'est également vrai en France. La première fois qu'on avait fait la liste rouge des oiseaux de métropole, on était à une espèce sur 4 qui était menacée. 10 ans après, on était à 1 sur 3. Donc on a, y compris en France, un déclin des espèces. C'est une espèce sur 4, par exemple, aussi pour les amphibiens ou les reptiles. Alors, des succès de la conservation, on en a. Michael Weber en a parlé, puisque l'UICN a mis au point la liste verte des aires protégées pour justement récompenser les espaces protégés qui sont efficacement gérés, car l'objectif dont on a plus parlé à la COP15, c'est ce fameux objectif 30-30. 30% d'aires protégées sur les milieux terrestres et marins en 2030. Mais derrière la superficie, nous mettons au même niveau la qualité et l'efficacité de la gestion. Puisque sinon, on tombe dans le syndrome de ce qu'on appelle les parcs de papier. Donc, on a des aires protégées qui existent dans un texte juridique, mais qui n'ont aucune traduction en action concrète sur le terrain, et donc qui n'obtiennent pas de résultats pour la conservation. Donc, on a la chance en France d'avoir 23 aires protégées qui sont labellisées au titre de la liste verte. Et on continue à déployer et à faire adopter cette méthodologie aussi comme outil de mesure au niveau mondial, voilà, pour mesurer que les aires protégées sont bien efficacement gérées.
On a, dans les expériences aussi, on a plusieurs expériences aussi réussies de restauration d'écosystèmes. Donc ça, c'est ce que l'UICN a introduit en 2013, ce sont les solutions fondées sur la nature, donc les restaurations notamment d'écosystèmes qui permettent de lutter contre le changement climatique et les risques naturels. Et là aussi, nous avons des exemples tout à fait probants. Nous avons publié un ensemble de recueils de retours d'expériences positifs issus de projets réalisés sur le terrain qui montrent par exemple que plutôt que d'investir dans une digue pour lutter contre l'érosion côtière ou la submersion marine, la restauration des dunes et du fonctionnement dunaire est efficace, marche et produit des résultats en seulement quelques années. Donc tout ça est parfaitement faisable. Évidemment, à condition d'avoir les financements nécessaires. Donc, vous avez posé la question sur les financements disponibles. Donc là, évidemment, toute cette dynamique a été mise en place, que ce soit au niveau international, européen ou national, ne va pouvoir se poursuivre que si on a des financements disponibles. Donc, nous avons particulièrement regretté là qu'il y ait un gel des crédits biodiversité dans le budget 2024, donc, qui donne déjà un premier coup d'arrêt à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Et alors, je n'ai pas regardé le projet de loi de finances pour 2025, mais nous, ce que nous demandons, c'est que nous avons eu une étude sérieuse faite par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable en novembre 2022, qui a chiffré les coûts nécessaires de mise en œuvre de la stratégie nationale biodiversité en France. Et nous demandons à ce que ces financements soient respectés. Donc, c'était chiffré à 174 millions d'euros supplémentaires en 2023 et jusqu'à 465 millions d'euros en 2027. Je fais le parallèle immédiat, évidemment, avec la réduction budgétaire et la réduction des finances pour revenir sur ce thème des subventions néfastes à la biodiversité. Les mêmes, et l'IGF et l'IGEDD ont quantifié les financements néfastes à la biodiversité accordés en France. Nous sommes sur un volume de 10 milliards d'euros annuels. Leur conclusion, c'est que si nous réorientons seulement 4,6% de ces financements néfastes pour la biodiversité, nous comblons le déficit de financement dont nous avons besoin pour mettre en œuvre notre stratégie nationale. Sur la mobilisation des pays du Sud. Alors, nous, on se réjouit que parmi la vingtaine des pays, j'en ai cité donc 27, 26 plus l'Union européenne, qui ont déposé leur stratégie nationale, on a quand même plusieurs grands pays du Sud qui l'ont fait, et ce n'est pas simplement les pays du Nord, que ce soit dans la zone Europe ou Amérique. Alors, les États-Unis ne peuvent pas déposer leur stratégie nationale, car ils n'ont pas ratifié la Convention sur la diversité biologique, comme ils n'ont pas ratifié la Convention climat, mais le Canada l'a fait, lui, pour la zone Europe, et nous avons quand même des grands pays qui sont importants pour la biodiversité d'un point de vue mondial, que sont le Mexique, l'Indonésie, la Malaisie ou le Cambodge, qui l'ont fait. Donc on voit que dans la zone Asie, c'est plutôt bon, à côté d'autres pays comme le Japon, la Chine ou la Corée du Sud. Par contre, c'est vrai qu'en Afrique, là, c'est plus modeste, puisque nous avons uniquement le Burkina Faso et l'Ouganda qui ont déposé leur stratégie nationale. Je crois qu'effectivement, le thème, justement ce thème du financement de la biodiversité est vraiment très attendu par la part des pays du Sud. Vous le savez, c'est vrai aussi dans le domaine du climat, où les pays du Sud attendent que les promesses financières faites par les pays du Nord soient tenues. Et là, il en va de même. Donc, il faut qu'il y ait un effort financier des pays du Nord envers les pays du Sud pour financer leurs actions et leurs stratégies nationales pour la biodiversité. Alors, cela avait été cristallisé, et Denis en a parlé, par ce fonctionnement compliqué du GEF, donc le Fonds pour l'environnement mondial. Et c'est pour ça que les pays du Sud ont demandé, d'une part, à ce qu'il y ait un fonds spécial qui soit créé et qui soit plus souple, plus rapide, plus effectif. Les informations que j'ai, c'est que c'est plutôt le cas. On verra quelle est la prestation des pays du Sud à Cali à partir de la semaine prochaine. Les États du Nord n'ont pas voulu recréer un autre fonds avec une autre administration, une autre gouvernance, parce que compte tenu du délai qui est le nôtre, je vous rappelle qu'il nous reste 6 ans avant d'atteindre notre objectif de 2030. Donc,
la création d'un nouveau fonds avec une nouvelle gouvernance, un nouveau mécanisme d'alimentation aurait pris plusieurs années et ces financements n'auraient pas été disponibles. Donc je crois que c'était important de créer ce fonds. Les retours sont plutôt positifs et qu'il y a eu, lors des débats à Montréal, aussi des financements spécialement fléchés pour les pays en développement. Donc plus 20 milliards d'euros d'ici 2025 et plus 30 milliards d'euros d'ici 2030. Et cette attente des financements par les pays du Sud est vraiment très importante. Je crois que si on veut garder cette dynamique mondiale qui a eu lieu à Montréal, il est nécessaire vraiment de bien prendre en compte les préoccupations des pays du Sud. Et nous travaillons aussi, nous avons un grand programme qui s'appelle le programme Petite Initiative, qui soutient aussi le renforcement de la participation des ONG dans l'atteinte des objectifs nationaux par les pays, à travers la mise en place d'actions concrètes de terrain, à la fois de conservation de la biodiversité, de développement local et d'utilisation durable des ressources naturelles. Après, sur les chances de réussite de la réorientation des financements, je crois que nous avons bien commencé à le faire sur la réorientation de la finance climat. Donc on parle quand même maintenant du verdissement de la finance climat. Il y a des positions quand même de plus en plus fortes et assez claires, notamment de l'Agence internationale de l'énergie, qui dit que si nous voulons garder notre objectif de neutralité carbone, il ne faut plus investir dans les hydrocarbures. Donc je crois qu'il y a un désengagement qui est en cours, un verdissement qui est en cours. Et je pense que c'est parfaitement faisable d'obtenir ce verdissement aussi des financements en faveur de la biodiversité, à travers des politiques comme le développement de l'agroécologie. Enfin, sur la position sur les baleines et sur Paul Watson, non, nous n'avons pas pris de position publique, mais évidemment, la préservation des baleines, des mammifères marins, nous tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai que le Japon ne fait plus partie maintenant de la Commission baleinière internationale, donc n'est plus soumis à ces règles de moratoire qui pourtant ont porté leurs fruits sur la reconstitution des populations de baleines un peu partout dans le monde, donc depuis son entrée en vigueur dans les années 80. Donc là, ça montre aussi que sur certaines espèces, on peut avoir des résultats rapides, sur d'autres, c'est un peu plus lent, notamment sur ces grandes espèces dont le cycle de reproduction et de développement est beaucoup plus lent, mais les effets du moratoire sur l'interdiction de la chasse à la baleine sont positifs. Merci. Merci, messieurs, pour vos réponses et votre éclairage sur les défis de la COP à venir. Merci. Et on clôt la séance avant une reprise pour des questions budgétaires, justement, qui vont nous occuper très prochainement. Merci.